Je déclare la réunion du 20 février ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser le deuxième secrétaire, M. Jean-Denis Lejeune. M. Bastin est absent, M. Piron. Il y a deux absents, M. Bastin et M. Willy. Oui. M. Lomba. Tout le monde est là. Complet. M. Tchellol. Mme Willy est absente. Mme Tandel. Jean-Denis Lejeune et Mélanie Lepons. OK. Mme Freinet. OK, merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2025. Je donne la parole à Madame la Première Secrétaire pour la lecture de ce résumé. Bien, bonjour tout le monde. Donc, résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 30 janvier 2025. Séance publique. La réunion est présidée par M. Jean-Claude Jadot, assisté de M. Jean-Denis Lejeune et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 53 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Madame la Première Secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2024. L'Assemblée prend connaissance du rapport du Collège provincial relatif à la vérification des pouvoirs de M. Pascal Rodings, document 24-25-068. Messieurs Jean-Denis Lejeune et Pascal Rodings prêtent le serment constitutionnel. Monsieur le Président les déclare installés dans leurs fonctions de conseillers provinciaux. L'Assemblée prend acte de l'adaptation de la composition du bureau du Conseil provincial, document 24-25-069. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 24-25 A02 à A05. Le Conseil provincial adopte par 40 voix pour et 12 voix contre la déclaration de politique provinciale du Collège provincial pour les années 2024 à 2030, document 24-25-070. L'Assemblée prend acte du document 24-25-069. L'Assemblée adopte les documents 24-25-071, 24-25-085 et 086 et les documents 24-25-090 à 093. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 24-25-072 à 084, 24-25-087 et 089 et les documents 24-25-094 et 095. L'Assemblée prend connaissance du document 24-25-088 et le procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2024 est approuvé. La séance publique est levée à 18h55. Merci. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé. Installation et prestation de serment d'une conseillère provinciale suppléante de la liste MR pour l'arrondissement de Verviers, appelée à siéger en remplacement de Mme Victoria Van de Berck, démissionnaire. Par courriel du 11 février 2025 et suite à sa prestation de serment en qualité de membre de la Chambre des représentants, Mme Victoria Van de Berck, élue sur la liste MR du district de Dizon, m'a fait part de sa démission de son mandat de conseillère provinciale. Par conséquent, afin de pourvoir au remplacement de Mme Van de Berck, il était fait appel à Mme Anne Zinen Fabry, première suppléante en ordre utile de la liste MR du district de Dizon. Par courriel du 11 février 2025, Mme Zinen Fabry m'a notifié qu'elle acceptait le mandat de conseillère provinciale. Après vérification auprès de son administration communale et sur base de la fiche de renseignement que Mme Zinen Fabry m'a transmise, il s'avère qu'elle ne se trouve dans aucun cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité pour siéger au sein du Conseil provincial. À ce propos, vous avez pu prendre connaissance du rapport du Collège provincial qui a été déposé sur le portail le jeudi 13 février. C'est le document 24-25-096. En conclusion, Madame Anne Zinen Fabry peut maintenant être appelée à prêter le serment prévu à l'article 2212-82 du CDLD. Madame Zinen Fabry, je vous invite à lever et à prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous remercie.
Je prends acte de votre prestation de serment et vous déclare installé dans votre fonction de conseillère provinciale. Les modifications suivantes sont apportées au sein des commissions. Madame Anne Zinen-Fabry devient membre de la 2e commission en remplacement de Madame Anna Dodrimon. Monsieur Hubert Jaunet devient membre de la 3e commission en remplacement de Madame Victoria Van de Berg. Monsieur Donovan Nissen devient membre de la 4e commission en remplacement de Monsieur Hubert Jaunet. Et Monsieur Mathieu Ulrichi devient membre de la 5e commission en remplacement de Madame Victoria Van de Berg. Point 3 de l'ordre du jour actualisé. Question d'actualité. L'ordre du jour des questions d'actualité comporte 2 points. Le document A06, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative aux conséquences du décret-programme en matière de financement de l'enseignement provincial. Le document A07, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la subsidiation culturelle de la province et ses matières d'attribution. Je me permets de vous rappeler que conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question, je ne vais pas inviter M. Delray, puisqu'il est déjà là, à prendre la parole. Voilà, c'est Lénine qui disait que la patience est une vertu révolutionnaire, apparemment. C'est une vertu qui me fait défaut. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers. Nous souhaiterions revenir sur les conséquences probables du décret-programme du 11 décembre 2024 en matière de financement de notre enseignement provincial, spécifiquement celui de la Haute École de la province de Liège. Le texte prévoit une diminution pour un total annuel de 6,5 millions d'euros de l'allocation complémentaire versée aux institutions d'enseignement supérieur, à répartir comme suit: 3 millions pour les universités, 3 millions pour les hautes écoles et 500 000 euros pour les écoles supérieures des arts. Ainsi, alors que le secteur réclame un refinancement depuis de nombreuses années, et alors que la majorité émère engagée du gouvernement Azur avait promis de réduire le sous-financement structurel de l'enseignement supérieur, force est de constater que cette promesse n'est pas tenue, que c'est l'inverse qui est vrai et que l'on assiste à une érosion supplémentaire des moyens mis à la disposition des institutions concernées. Il est vrai qu'un mécanisme de compensation a été prévu sous la forme d'un fort relèvement des droits d'inscription réclamés aux étudiants hors Union européenne, censé combler les trous budgétaires engendrés par la réduction linéaire de la dotation. Mais, outre le fait que cette décision tente à déplacer vers les étudiants étrangers le poids de l'austérité, le mécanisme de compensation envisagé est mis à mal par le durcissement de la politique migratoire, entre-temps annoncée par notre gouvernement fédéral, qui entend suspendre l'octroi des visas d'études pour les pays où cette voie serait utilisée comme canal migratoire, à endiguer coûte que coûte. En tout état de cause, ces restrictions annoncées au niveau fédéral devraient conduire à une très regrettable diminution du nombre d'étudiants étrangers présents dans notre enseignement supérieur, sur lesquels le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles comptait pourtant pour atténuer l'impact de ces mesures en matière de financement de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi, selon un communiqué de presse publié par la Fédération des étudiants francophones la semaine dernière, la diminution de l'allocation complémentaire devrait se solder par une perte sèche pour les institutions d'enseignement supérieur. En conclusion, nos questions peuvent se résumer comme suit. Premièrement, confirmez-vous que les mesures budgétaires implémentées par le décret-programme vont entraîner une diminution de l'enveloppe reçue par la HEPL dès l'année budgétaire 2025 ? Deuxièmement, si cela est bien le cas, vous est-il possible d'estimer les recettes complémentaires que la HEPL pourra enregistrer du fait de l'augmentation des droits d'inscription des étudiants hors Union européenne? Et troisièmement, si, comme le pense la FEF, le budget de la HEPL est impacté négativement par toutes ces mesures, comment proposez-vous d'y faire face? Merci pour votre attention et pour vos réponses. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Je vous rappelle qu'un membre par groupe politique peut intervenir pendant 2 minutes. Pas d'intervention. J'invite donc Mme Cathy Firquet, députée provinciale présidente, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Delray, votre question relative aux conséquences probables du décret programme sur la Haute École de la province de Liège va me permettre de vous donner les éléments actuellement en notre possession, mais aussi
de les mettre en perspective en offrant un regard quelque peu différent du vôtre, un regard différent et surtout une information plus complète. Alors, ce décret voté le 11 décembre dernier prévoit effectivement une diminution du financement des hautes écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles d'un montant total de 3 millions d'euros et fixé à 223 259,12 euros pour la haute école de la province de Liège. Dans votre question, vous précisez que la diminution vise l'enveloppe complémentaire. Si c'est bien exact, vous n'apportez aucune autre précision et vous faites également état d'une mesure qui va aggraver, je vous cite, le sous-financement structurel des hautes écoles, dont celle de la province. Il est important de revenir un instant sur le concept d'enveloppe complémentaire et d'enveloppe globale. La haute école reçoit une enveloppe globale qui est une dotation de fonctionnement qui finance les dépenses liées au salaire et aux équipements indispensables au bon fonctionnement de l'institution. Elle est distribuée chaque année selon des critères objectifs, comme le nombre d'étudiants ou d'enseignants, et en parallèle, elle bénéficie également d'une enveloppe complémentaire, variable, qui tient compte du nombre d'étudiants boursiers ou modestes inscrits chaque année, et donc, en compensation du fait que ces étudiants payent moins cher leurs droits d'inscription, la haute école reçoit effectivement une dotation complémentaire. C'est de cette dotation, d'un montant de 2 282 550 euros pour l'année scolaire 2023-2024, que sont retirés les 223 259,12 euros spécifiquement donc pour la haute école de la province. Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas l'allocation globale qui est visée dans le budget 2025. En clair, ce ne sont donc pas les frais de fonctionnement ni les salaires qui sont impactés et j'ajoute que cette enveloppe continuera à être indexée. Plus loin dans votre question, vous évoquez, et c'est exact, l'instauration d'un système de compensation. En effet, pour compenser cette perte, le système des droits d'inscription est remplacé par un système unique, commun à l'ensemble des types d'établissements visés par le décret. Concrètement, les étudiants ressortissants de pays hors Union européenne verront le montant de leur attribution harmonisé et fixé à 4 175 euros, et ce, en complément des frais d'inscription, allant de 175 à 455 euros pour la HEPL. Je tiens à préciser que le montant total de cette contribution reste définitivement acquis par l'établissement qui le perçoit. Là où je vous rejoins, comme quoi tout arrive, c'est que nous n'avons à ce jour aucune certitude du fait que ce prélèvement de 223 597,12 euros hors de l'enveloppe complémentaire sera compensé par l'augmentation des recettes liées à la perception de cette nouvelle contribution des étudiants hors Union européenne. Alors je ne m'attarderai pas sur vos considérations relatives à l'immigration, ce n'est pas le sujet. Je vous répondrai simplement que l'augmentation de ces frais pourrait en effet décourager certains étudiants de s'inscrire. Il est tout à fait légitime de le penser. Quelques chiffres pour estimer le nombre d'étudiants qui pourraient être découragés par une inscription dans notre haute école. Pour l'année académique 2023-2024, la HEPL a enregistré 333 étudiants de nationalité hors Union européenne. Concernant les étudiants non exemptés et non boursiers et donc redevables d'un droit d'inscription, il y en avait 89, dont 77 qui ont payé. Si on ne s'intéresse qu'aux étudiants de première année, il y avait 46 étudiants non exemptés, dont 38 ont payé. En conséquence,
Si la mesure avait été appliquée sur ces chiffres, donc sur 333 étudiants, seuls 89 étudiants auraient été concernés par la mesure. Au vu du régime transitoire installé, permettant aux étudiants déjà dans le circuit de terminer leur cursus sous l'égide de l'ancienne règle, on peut dire que seuls 46 étudiants auraient été concernés, soit les inscrits en première année. Le découragement éventuel des étudiants hors Union européenne est donc limité aux seuls étudiants visés par la mesure. Tous ne le sont pas. Et les plus modestes d'entre eux bénéficient de différents mécanismes qui permettent une exonération de tout ou partie du droit d'inscription. En outre, la nouvelle contribution de ces étudiants ne s'applique pas aux ressortissants de pays dits pauvres comme le Rwanda, l'Afghanistan, le Congo ou encore le Soudan. Cette augmentation ne s'applique pas non plus à ceux qui s'inscrivent dans des études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne. Enfin, sachez que Madame De Gries, ministre en charge de l'enseignement supérieur, nous assure que l'évolution de cette mesure sera monitorée pour assurer que son impact sera bien conforme à ces prévisions. Et croyez-moi, Monsieur Delray, j'y serai également très attentive, appuyée par une administration et une direction générale qui ne se privent pas de tirer la sonnette d'alarme quand c'est nécessaire. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame la députée provinciale présidente. Une réaction? Pour la deuxième question, à 07, je donne la parole à Monsieur Marc Mannery. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues, bonjour à toutes et tous. La déclaration de politique provinciale 2024-2030 met en avant le rôle de la province en matière culturelle, mais reste bizarrement et étonnamment silencieuse sur la question de la subsidiation culturelle. Pourtant, la province joue historiquement un rôle crucial dans le soutien aux structures culturelles, aux événements et aux artistes. Dans ce contexte où nous observons des coupes brutales dans certaines politiques de subsidiation régionale, notamment en matière d'économie d'énergie, il est légitime de se demander si la politique culturelle provinciale connaîtra, elle aussi, des restrictions ou si elle sera poursuivie, voire renforcée. Dès lors, et c'est la première partie de ma question, je souhaiterais obtenir des précisions sur les points suivants. La province prévoit-elle une continuité de sa politique de subsidiation culturelle, notamment en matière de création artistique, et si oui, sous quelle forme? 2. Les enveloppes budgétaires allouées à la culture resteront-elles stables au cours de cette législature? Les acteurs culturels de notre province ont besoin de visibilité et de garanties pour planifier leurs activités et maintenir un accès large et diversifié à la culture. C'était la première partie de ma question. La deuxième, c'est de prendre l'hypothèse, qui j'espère est la bonne, que le collège compte poursuivre cette subsidiation provinciale, notamment à la création artistique. Si la province décide d'allouer des subsides, alors nous souhaitons que cette allocation se fasse dans la plus grande équité et la plus grande transparence. Pour clarifier mon propos, je précise ici que je parle des subsides qui ne sont pas encadrés par un accord avec la communauté française ou une autre norme supérieure telle que les contrats programmes par exemple. Sur ce point, je tiens d'abord à souligner et à reconnaître une avancée positive sous la précédente législature. C'est le document « Mode d'emploi, soutien à la création artistique ». Et d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, surtout pour les nouveaux et les nouvelles ou ceux qui n'étaient pas dans la commission culture avant, c'est vraiment un document très bien fait. Si vous connaissez des groupements culturels qui souhaitent être subsidiés, c'est une bonne première approche que de distribuer ce petit fascicule. Ce petit fascicule donc gagne en clarté pour la subsidiation culturelle et il distingue désormais 3 catégories, les subsides de fonctionnement, les subsides d'investissement ou d'équipement et les subsides pour action ou projet. La démarche à suivre est mieux explicitée dans ce fascicule et les documents à fournir sont clairement mentionnés. Cette initiative est clairement à saluer et nous devons collectivement en faire la promotion auprès des citoyens, j'en suis convaincu. Cependant, là où le bas blesse, un point fondamental reste problématique. Une fois la demande de subside parvenue à l'administration provinciale, nous lisons dans ce document « Le Conseil provincial et le Collège provincial sont souverains quant à l'opportunité d'attribuer la subvention et quant à son montant. » Par son souverain, vous comprendrez qu'aucun critère, aucun guide, aucun cadre clair ne précise ce que la province entend et attend en matière de création artistique. Et je vous invite à cet égard à lire les délibérations que vous pourrez
j'imagine, voter tout au long de cette législature en termes de politique de subsidiation culturelle, où on vous dira ce projet rentre dans la droite ligne de la politique culturelle provinciale, phrase qui, j'espère vous l'admettrez, ne veut pas dire grand-chose. Alors on pourrait me répondre que la création artistique doit rester libre, et je suis entièrement d'accord avec cette idée, mais pas sa subsidiation. Une politique culturelle qui se veut cohérente et équitable ne peut se limiter à des décisions qui pourraient être qualifiées de discrétionnaires et subjectives, sans référence à des critères objectifs. Une allocation de subsides laissée à l'arbitraire peut engendrer de la suspicion, un sentiment d'injustice et un manque de lisibilité pour les porteurs de projets. À plusieurs reprises, dans ce qui était la première commission sous la législature passée, nous avons évoqué la difficulté d'établir un cadre de subsidiation rigoureux, sans pour autant figer la liberté de création. Je comprends que la mise en place de critères soit un exercice délicat, mais ce n'est pas un exercice impossible. Et je tiens d'ailleurs à souligner des points positifs, notamment en matière de subsidiation dans le domaine du sport, où Mme Firquet a commencé à établir quelques critères qui permettaient de subsidier de manière plus équitable et transparente les clubs sportifs. Entre l'absence totale de cadre et un cadre trop restrictif, il existe un juste équilibre à trouver. Entre la rigidité excessive et la boîte noire actuelle, il y a un centre à atteindre, d'où ma question. Si la politique de subsidiation se poursuit, ce qu'on espère, à quand un cadre intelligent et des critères de subsidiation transparents pour l'attribution de l'aide à la création artistique? Je vous remercie pour votre réponse. Merci, monsieur le conseiller. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Pas d'autres questions. J'invite donc à présent M. Luc Gillard, député provincial vice-président, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller provincial, chers collègues, vous exprimez une nouvelle fois le souhait d'obtenir des précisions quant à la politique de subsidiation culturelle mise en place au sein de l'institution provinciale. Je vous remercie et relève pour les citoyens qui nous suivent et les nouveaux élus que votre dernière question en la matière, la même question, date de mai 2024. Je ne me lasse néanmoins pas de vous répondre. Vous souhaitez savoir si la province prévoit une continuité de sa politique de subsidiation culturelle, et si oui, sous quelle forme? Si les enveloppes budgétaires allouées à la culture resteront stables durant cette législature, quand un cadre, je cite, intelligent et des critères de subsidiation, je cite, transparents, seront d'application pour l'attribution de l'aide à la création artistique. La province prévoit-elle une continuité de sa politique de subsidiation culturelle, et si oui, sous quelle forme? En préambule, une fois n'est pas coutume, il me paraît utile de rappeler que la province, en tant que pouvoir local, répond à des règles légales et administratives contraignantes émanant de niveaux de pouvoir supérieurs. Ainsi, l'octroi de subventions au niveau provincial relève du Code de la démocratie, dans son titre 3, article 3331 et suivants, et les finances provinciales, en ce compris les dépenses de transfert, sont régulièrement contrôlées par la Cour des comptes. Concrètement, cela signifie que les règles d'octroi et de contrôle des soutiens provinciaux sont définis par des normes supérieures. Par ailleurs, vous le soulignez vous-même, un pas important a été accompli par la création d'un vade-mecum qui reprend les différents types de subsides existants, les conditions d'octroi et de contrôle, et rapporte les démarches à accomplir et les documents à compléter utilement. Si ce vade-mecum ne crée rien de neuf, il a, à tout le moins, ainsi que vous le soulignez, le mérite de rassembler en un seul document toutes les informations utiles. Il participe de ce fait à une meilleure diffusion des possibilités de soutien. Mais vous relevez ensuite qu'un point fondamental resterait problématique, puisqu'une fois la demande de subvention parvenue à l'administration provinciale, le Conseil provincial et le Collège provincial sont souverains quant à l'opportunité d'attribuer la subvention et quant à son montant. Il subsisterait, d'après vous, un problème d'équité et de transparence au motif qu'une politique culturelle qui se veut cohérente et équitable ne peut se limiter à des décisions, je cite, discrétionnaires et subjectives, sans référence à des critères objectifs. Et vous concluez
qu'entre l'absence totale de cadre et un cadre trop restrictif, il existe un juste équilibre à trouver. Entre la rigidité excessive et la boîte noire actuelle, il y a un extrême centre à atteindre. Le groupe écolo viserait donc l'extrême centre. De mon côté, monsieur le conseiller, je ne vise aucun extrême, je travaille avec l'administration provinciale et les secteurs culturels de notre territoire. Et je pense que c'est à force de poser des questions auxquelles on a déjà reçu réponse qu'on finit par laisser penser qu'une autorité fait fi d'équité. Oui, monsieur le conseiller, notre démocratie représentative implique, comme le stipule la déclaration de politique provinciale, que le conseil provincial et le collège provincial sont souverains quant à l'opportunité d'attribuer la subvention et quant à son montant. Effectivement, comme dans d'autres niveaux de pouvoir, ce sont les élus provinciaux, les représentants des citoyens et des citoyennes, qui affectent des budgets, fixent les conditions d'octroi et accordent les subventions. Pour rappel, le collège provincial agit par délégation du conseil, notamment en matière de subventions pour tout montant inférieur à 3 500 €, et ce depuis notre dernier conseil de janvier, dont le contrôle est assuré par le conseil, par cette assemblée, par ses membres, par vous, à travers notamment l'évaluation des contrats de gestion, les rapports annuels d'activité, mais aussi d'initiatives pour chaque conseiller en demandant à avoir accès aux délibérations du collège, et ce, à tout moment. Nous n'avons néanmoins pas attendu vos questions récurrentes en la matière pour établir des dispositifs là où cela s'indiquait. En effet, dans un certain nombre de cas, le besoin de cadrer davantage certains soutiens se révèle nécessaire. Par exemple, dans le cadre du soutien à une activité culturelle ou à un projet créatif dans un domaine particulier. Il y a lieu d'établir une comparaison entre les demandeurs ou entre les projets. Là, il est effectivement indispensable de se fixer des règles et des garde-fous qui existent et que je vais vous rappeler une nouvelle fois. Des cadres de subvention existent avec des critères d'analyse fixés dans un règlement provincial pour les subventions de fonctionnement octroyées aux théâtres de marionnettes, aux académies, aux centres d'expression et de créativité. Divers appels à projets accompagnés d'un jury composé d'agents provinciaux et de membres extérieurs experts dans le secteur concerné pour l'analyse des dossiers de candidature sont activés pour les subventions à la création de courts-métrages qui font l'objet d'un règlement provincial dans le cadre d'un appel à projet lancé 2 fois par an, les subventions octroyées dans le cadre de l'appel à projet sur la démocratie culturelle, les subventions octroyées dans le cadre de l'appel à projet sur le secteur du théâtre amateur, ainsi que des acquisitions annuelles pour agrandir la collection provinciale en matière d'art contemporain et, autres aussi, des acquisitions annuelles pour enrichir le fonds de l'Artothèque. Et, faut-il le rappeler, dans l'esprit de subsidiarité et de non-concurrence qui nous anime, dès lors que nous sommes complémentaires à son action, nous nous alignons sur les règles décrétales de la Fédération Wallonie-Bruxelles à travers les dispositifs suivants. Les aides à la diffusion, soit les tournées à Réville, les spectacles théâtre à l'école, les subventions de fonctionnement aux 26 centres culturels, contrats programmes établis sur le territoire provincial, les subventions aux grandes institutions à travers les contrats programmes, l'OPRL, l'Orchestre Philharmonique, donc l'Orchestre Royal de Wallonie, le Théâtre de Liège, les subventions de fonctionnement aux bibliothèques, les subsides octroyés à des musées privés et publics. Enfin, il existe des contrats de gestion dans le domaine de la culture concernant la SBL Académie Grétry, la Châtaigneraie, la SBL Mnema, la Fondation provinciale de Liège pour l'art et la culture, la SBL Société d'encouragement à l'art wallon, donc le Trianon. Et comme vous le citez dans votre question, et comme j'ai déjà répondu à vos précédentes questions de l'espèce, s'il fallait répondre à un besoin d'être plus précis encore dans les conditions d'octroi de subventions, la difficulté résiderait dans le fait que pour être strictement juste et équitable, il convient d'intégrer tous les critères à prendre en compte et donc parvenir à les recenser de manière exhaustive préalablement et puis les pondérer d'une manière objective et incontestable. Au-delà du cadre légal et réglementaire, au-delà des critères permettant de comparer des projets ou de l'appel à un jury, il est difficile de savoir où placer le curseur. Et il apparaît, selon l'expérience de notre administration, qu'établir trop de critères deviendrait excluant et empêcherait ipso facto
toute appréciation basée sur des éléments ponctuels ou factuels tels que la connaissance du terrain, l'historique éventuel du demandeur, des circonstances ou des événements particuliers à faire valoir, ou encore l'accent placé sur certaines actions à privilégier dans le cadre d'une thématique portée structurellement ou ponctuellement par le département culture ou répondant à des enjeux d'actualité. L'utopie de développer des critères incontestables à contester en matière culturelle, si tant est qu'elle puisse être rencontrée, obligerait également nos services à tenir compte du succès d'un événement. Or, un tel critère serait au détriment du soutien aux formes nouvelles d'art émergent. Pour terminer, j'attire votre attention sur le fait que la part laissée aux subventions établies sur base de la demande et de l'analyse des services ne constitue pas, loin s'en faut, la part unique de la politique de subvention provinciale culturelle. En effet, rassemblées, toutes les subventions réglementées telles que je les ai identifiées représentent près de 60% de l'ensemble des budgets consacrés au soutien en matière de culture. La subsidiarité que j'évoquais tout à l'heure nous a également conduit à nous inscrire dans le souhait de la Fédération Wallonie-Bruxelles de voir les centres culturels entamer des investissements générant des économies d'énergie. Afin de soutenir cet objectif, rappelé dans les contrats-programmes des centres culturels, nous avons dès 2024 déployé un budget supplémentaire pour soutenir le remplacement de leur éclairage en allouant un forfait de 7 500 € par centre culturel. La modification budgétaire qui vous sera soumise le mois prochain prévoira d'ailleurs de poursuivre ce soutien. Voilà, monsieur le conseiller, pour votre première question. Quant à votre sous-question, et conclusion d'ailleurs, relative à l'échéance en déant laquelle seront mis en place, je vous cite, un cadre intelligent et des critères de subsidiation transparents pour l'attribution de l'aide à la création artistique, je pense avoir largement répondu de manière intelligible et vous renvoie au début de mon intervention, ainsi qu'aux précédentes réponses apportées à vos questions sur le sujet durant la précédente législature. L'intelligence du cadre actuel réside précisément dans l'agilité maintenue et nécessaire à l'appréciation de projets de nature culturelle. Quant à la transparence, comme je l'ai étayé, elle est également assurée. Pour autant, les services provinciaux et même restons au sein de la deuxième commission à votre entière disposition et à l'écoute de vos éventuelles propositions concrètes permettant d'endiguer un éventuel sentiment d'opacité que vous semblez relayer, pour ne pas dire alimenter, avec insistance. Les enveloppes budgétaires allouées à la culture resteront-elles stables au cours de cette législature ? À cette seconde question, je vous répondrai que malgré les enjeux majeurs qui nous attendent, je continuerai à défendre et optimiser les moyens budgétaires provinciaux alloués par la province à la culture. Pour illustrer ma détermination, je vous renverrai à mon bilan et à l'évolution des moyens que la province a affectés à la culture durant la précédente législature, qui a pourtant été soumise à de profondes réorientations nécessitées par notre plus grande contribution aux zones de secours, mais aussi par diverses crises. Ainsi, depuis 2020, c'est en moyenne 33 millions d'euros par an que la province a immunisé au bénéfice de la culture. Pour 2025, ce sera 33 580 282 €, soit plus de 9% de notre budget ordinaire. Comme vous le savez, la Wallonie nous donne 3 ans pour analyser et déterminer quelles compétences pourraient être plus légitimement et plus efficacement assurées par d'autres niveaux de pouvoir. Ce travail de réforme sera mené par la province, comme expliqué lors du vote de la déclaration de politique provinciale, qui restera souveraine quant au choix des compétences qu'elle estimera opportunes ou non de présenter comme transférables. Le département culture contribuera dès lors, comme les autres départements provinciaux, à éclairer ses choix au regard de la réalité des actions menées et de la pertinence de les conserver dans la sphère de compétences provinciales. Une seule certitude à ce stade, nous continuerons de nous donner les moyens de poursuivre les actions culturelles qui resteront de compétences provinciales et nous garantirons la pérennité de celles qui seraient confiées à d'autres opérateurs. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député provincial vice-président. Une réaction ? Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le député, pour votre réponse, qui, évidemment, vous me faites passer pour quelqu'un d'obstiné, de têtu, voire de désagréable, de systématiquement poser la même question. Je tiens à dire que je n'ai fait qu'aller crescendo. D'abord des questions en commission, puis une question officielle en commission, et finalement, l'aboutissement
d'une certaine insatisfaction de vos réponses. C'est une question en séance publique du Conseil provincial. Excusez-moi d'utiliser un chemin qui me semble poli et adéquat pour refaire monter mes préoccupations. Alors, vous évoquez plusieurs choses, mais très rapidement. Le code de la démocratie locale, c'est un cadre très chouette. Heureusement, j'espère bien que vous respectez le code de la démocratie locale et de la décentralisation, mais il ne fait pas œuvre de critères politiques. Donc, ce sont des critères techniques, financiers, comptables, tout ce que vous voulez, mais pas des critères d'attribution politique. Je tiens à dire aussi, vous dites, oui, on a plein d'exemples où il y a des jurys externes, comme par exemple pour les acquisitions annuelles, pour les courts-métrages, et vous le dites vous-même, ça représente 60% globalement des subsides culturels qui sont comme ça décidés un peu par l'extérieur. Il reste quand même 40% où il n'y a pas de critères. Et donc c'est bien de donner des exemples où ça se passe bien, mais il reste quand même une partie où ça ne se passe pas comme on voudrait. Je rappelle quand même que la législature passée, vous aviez dit « Oh, on pourrait mettre des critères, par exemple, les covers. Les covers, nous estimons que ce n'est pas de la création artistique, ça pourrait être un critère qu'on met en place. » Ben, mettons-le en place, alors. En fait, vous aviez donné des pistes vous-même la fois passée que vous semblez abandonner maintenant. Encore une chose, vous caricaturez un petit peu ma position, vous utilisez un bel homme de paille, comme on dit en débat, c'est-à-dire vous dites votre cadre va être trop rigide, on va exclure tout le monde, on ne saura plus décider. Je pense qu'avoir été clair dans ma question, il y a un équilibre à trouver, mais apparemment vous ne souhaitez pas le trouver, et je vous rassure, Monsieur Gillard, quand même, ce sera ma dernière question sur le sujet. Allez, je vous laisse au moins quelques mois, voire quelques années, parce que j'aurais été au bout de ma démarche de venir poser la question ici. Dernière chose, et je terminerai par là, j'entends des directeurs de centres culturels qui me disent qu'ils n'ont même pas reçu le petit fascicule que j'ai montré. Ce serait peut-être bien de leur faire parvenir, ainsi qu'aux conseillers provinciaux ici. Je trouve que c'est un document, même s'il n'est pas complet et un peu insatisfaisant à mon goût, à distribuer et à faire connaître. Règlement. Je le connais. 2 minutes, Monsieur le Président, je vous remercie. Point 4 de l'ordre du jour, le document 116, représentation provinciale au sein de l'Assemblée générale de l'ASBL, Association des provinces wallonnes, APWI. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 5 de l'ordre du jour, le document 117, création d'une commission spéciale temporaire du Conseil provincial de Liège consacrée aux zones de secours. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Grégory Piron, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, une question a été soulevée d'un membre du bureau sur le point 7 du ROI par rapport au nombre de personnes présentes à cette commission. Si le quorum n'était pas atteint, il souhaitait plutôt une majorité dans un souci d'efficacité. Il lui a donc répondu qu'on doit avancer sur le dossier. On n'a pas la possibilité de contraindre à être présent vu que c'est une commission consultative à caractère participatif. C'est un processus sur base volontaire. Votre bureau vous propose donc de l'adopter par consensus. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 6 de l'ordre du jour, document 097, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de la SBL RCS Verlaine dans le cadre de son fonctionnement 2024-2025. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Marc Delrier, à nous en faire connaître les conclusions. Voici votre première commission. Mesdames et messieurs, s'est en effet réunie le mardi 18 février dernier pour examiner ce point. D'entrée de jeu, le directeur du service des sports, M. Giovanni Bozzi, explique qu'un système de labellisation a été mis en place en bonne entente avec l'ACFF, Association des clubs francophones de football, afin d'objectiver l'attribution de subsides aux clubs de football en province de Liège. Différents critères sont ainsi pris en compte, tels que, premièrement, le déploiement d'une politique de formation, deuxièmement, la désignation d'un responsable sportif pour l'encadrement des jeunes et pour la gestion de l'administration, troisièmement, l'implication de formateurs diplômés et reconnus
Quatrièmement, l'organisation d'un encadrement spécifique en matière de préparation physique, d'entraînement technique des gardiens de but, etc. Cinquièmement, le cas échéant, l'inclusion d'activités liées au football féminin. Sur la base de ces critères, un label est attribué à hauteur d'1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Le RCS Verlaine, dont il est question ici, peut se targuer d'un label 3 étoiles qui justifie l'octroi d'une subvention de 7 500 € en guise de participation aux frais de fonctionnement du club. Une discussion s'engage au cours de laquelle diverses questions sont posées. Un conseiller s'étonne de voir la province intervenir pour couvrir des frais de fonctionnement. Il lui est répondu que cela est possible, étant entendu qu'un seul subside peut être accordé chaque année. Ici, en l'occurrence, il s'agit de l'année sportive 2024-25, que cela doit être intégré dans le rapport technique et qu'aucune autre intervention de la province ne peut dès lors être sollicitée pour soutenir des activités ou événements ponctuels organisés par le club. La question est également posée de savoir si, en dehors du football, d'autres disciplines sportives sont concernées par ce système de labellisation. Le directeur du service des sports répond que ce n'est pas le cas, bien que nous pourrions l'envisager. En attendant, pour les autres sports comme le basket, qu'il connaît bien, les services provinciaux tendent tout autant à objectiver les critères selon un principe d'uniformité des objectifs, essentiellement en matière de formation des jeunes. Toutefois, dans ce cas, il s'agit souvent de soutenir financièrement l'organisation d'événements ponctuels particuliers. Un conseiller intervient pour saluer cette recherche d'objectivité et se dit ravi d'enfin entendre parler de critères d'attribution en fonction de la poursuite d'objectifs identifiés. Sans vouloir le moins du monde cracher dans la soupe, il se demande cependant s'il n'y aurait pas un effet pervers possible qui consisterait à ne récompenser qu'une certaine catégorie d'associations sportives et à exclure les autres définitivement de l'accès à la subsidiation. Peut-être autrement dit, faudra-t-il éviter d'édicter des critères trop stricts. Un conseiller s'interroge sur nos disponibilités budgétaires en cette matière et demande si, dans un contexte de finitude de nos moyens, le risque n'existe pas que seuls les premiers demandeurs soient servis tandis que les moins rapides resteraient sur le carreau. Madame la députée présidente répond que cela pourrait arriver en théorie, bien que nous n'en soyons pas là du tout. Si un tel cas de figure devait survenir, il nous serait toujours loisible de modifier notre politique budgétaire, pas nécessairement en augmentant le poste budgétaire, car cela pourrait aussi prendre la forme d'une diminution du montant alloué à chacun. À la question de savoir si la province diffuse les informations utiles dans les clubs potentiellement concernés par la sollicitation d'un subside, il est répondu par la négative, mais que tout club sportif correctement organisé n'ignore pas qu'il lui est loisible de se mettre en quête de subventionnement privé et public. Un commissaire fait remarquer que la diffusion de ce type d'informations fait d'ailleurs partie de notre mission en tant que conseillers provinciaux. Enfin, une conseillère demande si la province intervient dans la formation des coachs spécialisés actifs au sein des clubs qui développent une politique de formation des jeunes. Le directeur du service des sports indique que ce n'est pas le cas parce que les différents acteurs font l'objet d'une reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles et que dans ce cadre, la formation des formateurs est une prérogative de l'ADEPS. Le point est adopté par 10 voix pour et une abstention. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 7 de l'ordre du jour. Document 098. Octroi de subvention en matière de supracommunalité. Demande de soutien de la commune de Comblain-au-Pont pour le projet de création d'un centre sport et promotion santé en Ourthe-en-Blève, ayant obtenu une promesse de principe antérieurement. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Tomachialon, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Messieurs les membres du Collège, chers collègues. La première commission s'est donc réunie le 18 février pour examiner ce document 24-25-098. Il s'agit de valider le subside de 300 000 € attribué à la commune de Comblain-au-Pont dans le cadre de la politique de supracommunalité pour la création d'un centre sport et promotion santé en Ourthe-en-Blève. Un commissaire demande si la décision de base émane bien du Conseil provincial. La réponse est oui, sur base de la proposition de Liège Europe Métropole en 2019. Plusieurs commissaires s'étonnent du peu d'informations proposées de la documentation du point,
rendant difficile la compréhension de la destination exacte du subside de 300 000 €. Il leur est répondu que cela est le résultat d'un processus engagé en 2019 et que la décision initiale était parfaitement documentée, cette documentation étant d'ailleurs disponible, mais à l'avenir, si d'autres dossiers revenaient à l'ordre du jour dans le cadre des décisions Liège-Europe Métropole, le Collège y sera attentif pour la documentation du point. Un commissaire remet en cause le caractère supracommunal de ce projet qui, aux yeux de son groupe, manque d'envergure provinciale. Il lui est répondu que ce dossier a été retenu par la conférence des bourgmestres et proposé en connaissance de cause en 2019. Le point est approuvé par 10 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Je vous remercie, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Le groupe PTB, PS, MR engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 8 de l'ordre du jour. Document 099. Mise à disposition des villes et communes partenaires d'une fonctionnaire provinciale chargée de sanctionner les infractions administratives, les infractions environnementales et les infractions de voirie communale. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 1 abstention que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Le groupe PS, MR engagé écolo. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 9 à 14 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 100 à 105. Octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Centre culturel de Serein, Insomniac Compagnie, Centre culturel de Verviers, le comptoir du livre en Ferronstré de Mme Joseph Assini et de l'administration communale d'Amé. Ces 6 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 1 abstention que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 6 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 6 résolutions. Les points 15 à 19 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir les documents 106 à 110. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL, contrat de rivière d'Ilget, contrat de rivière Moselle, contrat de rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre, contrat de rivière Ourthe et contrat de rivière Meuse, aval et affluent. Ces 5 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 3 abstentions que votre 4e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 4e commission en ce qui concerne les 5 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 5 résolutions. Point 20 de l'ordre du jour. Le document 111. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Centre provincial liégeois de promotion et de gestion de l'agriculture, le CPL Promogest. Exercice 2022, prévision 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 21 de l'ordre du jour. Le document 112. Organisation du 2e concours du meilleur glacier de la province de Liège. Adaptation du projet de règlement 2024.
Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Muriel Brodeur-Wilin, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, à propos du document 24-25/112, un commissaire s'interroge. Quels sont les changements intervenus dans le règlement par rapport à l'an passé? Il lui est répondu que l'an passé, il y avait 3 étapes. La glace vanille, la glace signature, puis la finale avec des produits locaux. Cette année, les 2 premières étapes sont regroupées. Le service des petits producteurs se rend chez le glacier et emporte la glace vanille et la glace signature. La finale ne change pas, elle. Une glace est réalisée avec des produits locaux. En l'occurrence, cette année, ce sera la fraise qui sera mise à l'honneur. Le point reçoit 9 voix pour et 3 abstentions. Merci pour votre écoute. Je vous remercie, Madame la Première Vice-Présidente, et nous prenons acte que nous aurons l'occasion de goûter ces glaces. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Magnery. Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas casser l'ambiance. On aime la glace chez Écoleux, mais un petit peu aussi recentrer le débat et l'importance des choses. Vous avez peut-être déjà entendu parler des 3 tamis de Socrate. Socrate a dit, grand philosophe, avant de parler, il ne l'a pas dit, mais on lui attribue, qu'avant de parler, c'est bien de penser si ce qu'on a à dire est vrai, bon et utile. Moi, j'aimerais qu'à la province, des fois, on passe nos délibérations dans un tamis. Est-ce que ce qu'on va voter, la compétence qu'on met en œuvre, est indispensable, légitime, efficace et cohérente avec nos priorités? Et clairement, passer cette délibération dans le tamis fait mal. Indispensable. Ce concours répond-il à un besoin essentiel de la population? Je vous laisse y réfléchir. Et pour la petite anecdote, quand même, le même jour dans la presse, alors je ne voudrais pas apparaître pour le grand démagogue ici en tribune, mais le même jour dans la presse, je lisais qu'à Verviers, on tirait au sort les gens qui pouvaient aller dans l'abri de nuit. La légitimité institutionnelle, cette compétence relève-t-elle du niveau provincial ou serait-elle mieux gérée par un autre niveau de pouvoir, voire par une fédération de professionnels? Je vous laisse y penser aussi. L'efficacité budgétaire, quel est le coût de cette organisation? Et l'utilisation des moyens provinciaux est-elle justifiée? On ne dispose pas d'une estimation précise du coût lié à ce concours, mais une telle initiative implique inévitablement des dépenses en communication, logistique et personnelle. Savoir combien ça coûte pourrait être intéressant. Enfin, la cohérence stratégique de votre propre déclaration de politique provinciale. Cette compétence contribue-t-elle aux priorités définies pour réformer la province, telles que la supracommunalité ou la sécurité? Au regard de ces éléments, nous nous abstiendrons sur cette proposition. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Une réaction aujourd'hui? Monsieur le député. Brisons un peu la glace. Monsieur Magnery, oui, indispensable aux besoins institutionnels de la population, je dirais que sans doute non, mais savez-vous, il y a tellement de choses qui sont mises en place par les services publics et la province en l'occurrence, qui ne sont pas des choses nécessairement indispensables à la population. L'intérêt de ce concours de glace, c'est que pour les producteurs, à l'image des concours qu'on a déjà mis en place par le passé, le beurre, je pense la bière également, ce sont eh bien, des concours qui leur permettent de mettre en valeur leur savoir-faire. Et ce sont des concours auxquels ils adhèrent souvent avec beaucoup d'entrain, en ce sens que à l'issue de ces concours, ce sont des artisans, des petits artisans le plus souvent, et à l'issue de ce concours, ils bénéficient, s'ils gagnent évidemment, d'une capacité de mise en valeur de leurs produits,
à travers les services de communication de la province, et c'est souvent, de leur dire en tout cas, un élément très favorable au développement de leur petit commerce. Et pour ça, je pense que ce n'est sans doute pas un besoin essentiel pour la population, mais pour ces petits artisans, c'est un coup de pouce qui est souvent très bien venu et qui leur permet parfois de sortir la tête de l'eau par rapport à leur production. Légitimité institutionnelle, ben bon là, je veux dire, on place un concours, ben je pense qu'on a quand même encore le droit de choisir sur quelle thématique on souhaite mettre en avant l'action de la population. Efficacité budgétaire, il faut savoir que ces concours sont pris en charge par la cellule petits producteurs, donc qui connaissent ces fabricants à travers leur travail au quotidien, parce que cette cellule petits producteurs, eh bien, suit pas seulement les glaciers, mais toute une série de petits producteurs dans tous les domaines. Donc on en a environ 70 pour lesquels on aide, notamment à la mise en place de normes suffisantes et nécessaires pour les mesures de l'AFSCA notamment, mais aussi à la commercialisation. Donc notre cellule petit producteur, qui de toute façon, si elle ne fait pas ça, fait autre chose de ses journées, donc pourquoi ne pas aussi faire ça? Enfin, cohérence stratégique, ben, ma foi, bon, comme je l'ai dit, ça s'inscrit dans le cadre d'une volonté provinciale d'aider et de soutenir les petits producteurs. Au moment du Covid, souvenez-vous, tout le monde en parlait, il fallait les soutenir, tout le monde se mettait en branle. Aujourd'hui, on en parle un peu moins, mais au niveau de la province, on continue à les soutenir, et ce concours de glace est un élément à travers lequel on continue à soutenir ce secteur. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. Nous pouvons passer au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission, le groupe PTB, le PS, le MR, les engagés, qui est contre, qui s'abstient, les écolos. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 22 de l'ordre du jour, le document 113, culte budget 2025 de la mosquée Merkez-Camille à Liège, avis favorable. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. PS, MR, engagé, écolo, qui est contre, qui s'abstient, le groupe PTB. Point 23 de l'ordre du jour, document 114, prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugé à un montant inférieur à 144 000 € hors TVA. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e question et a soulevé la question. J'invite donc le rapporteur, M. Gianni Tabon, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, une question a été soulevée par une commissaire. C'était plutôt une demande de précision par rapport au poste qui concerne les travaux réalisés au B3, et plus précisément s'il s'agissait de travaux réalisés ou de réfection. Madame la députée a répondu à la question en précisant qu'il s'agit de travaux qui ont eu lieu pendant la période allant de octobre à décembre 2024. Elle a également précisé que des réponses plus précises seraient apportées. Et dans la foulée de ces commissions, nous avons entre-temps reçu les précisions par mail. Donc les 2 postes concernés, on parle de ventilation du local de découpe laser. Donc les ateliers du projet Fab Lab, situés au rez-de-chaussée du B3, vont prochainement intégrer une machine de découpe laser. Cette dernière nécessite l'installation d'un système d'évacuation et de filtration des fumées, ainsi qu'une compensation de l'air extrait via de l'air neuf extérieur. Les travaux consistent à placer un système de ventilation double flux à récupération de chaleur, ainsi qu'un caisson de filtration spécifique sur l'air extrait. Il nécessite également des percements de la façade extérieure pour la prise et le rejet d'air. Quant au deuxième poste,
Il concerne la réalisation de terrasses extérieures, des accès et des travaux divers. Cette entreprise est rendue nécessaire afin de rendre de nouveaux espaces accessibles au public et au personnel de l'établissement. Lors de la construction initiale du B3, les budgets disponibles ne permettaient pas de prendre en compte le coût relatif à la réalisation des terrasses extérieures, côté HEPL Bavière. À l'époque, les superstructures de ces dernières ont été réalisées, mais les planchers, garde-corps et finitions n'ont pas été mis en œuvre. Les travaux vont consister en la réalisation de terrasses extérieures métalliques et de terrasses en bois, en l'aménagement de planchers intérieurs et au parachèvement des menuiseries intérieures et extérieures. Pour ce qui est des travaux liés à l'aménagement des planchers intérieurs et au parachèvement des menuiseries intérieures et extérieures, ceux-ci font suite à des demandes des occupants, suite à des besoins nouveaux qui apparaissent. Le point a été voté. C'est une prise de connaissance. Prise de connaissance, pardon. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Conseil provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 24 de l'ordre du jour. Document 115. Mise en non-valeur de créances fiscales en ce qui concerne les taxes sur les dépôts de mitraille et de véhicules hors d'usage ainsi que sur des véhicules isolés hors d'usage et les permis et licences de chasse. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 25 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2025. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le lundi 24 mars à 16h30. Je vous remercie. Bonne soirée.